Bonjour chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de vous présenter le troisième numéro de votre émission Majalis, Université de l'Islam. Comme vous le savez, cette émission a pour objet de présenter des thématiques de recherche en rapport avec l'islam, que ce soit en géostratégie, en économie, en politique, en philosophie, etc. Donc nous en sommes à notre troisième numéro et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un chercheur émérite, à savoir le docteur Blondin Cissé, un docteur en sciences politiques. Il a eu son doctorat à l'université Paris 7 en France et il est spécialisé en philosophie islamique, notamment sur la pensée islamique, plus précisément sur l'œuvre d'Iqbal et d'Hannah Arendt. C'est aussi un chercheur au CSPRP, qui est le Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques qui se trouve à l'Université de Paris 7. Il travaille également dans le laboratoire IRIS, qui est l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, qui se trouve à l'école des hautes études de Paris également. Il est aussi chargé de cours en philosophie politique, donc toujours en France. Sa thèse, il l'a consacrée à une thématique qui est en rapport avec le propos de l'émission, à savoir le libellé, c'est confrérie et communauté politique au Sénégal. Donc sa thèse, il a publié, disons, après sous forme d'ouvrage qu'il a publié en 2008. Le sous-titre de cet ouvrage, c'est Contribution à une critique du paradigme unificateur. Donc tout à l'heure, il aura peut-être l'occasion de nous expliquer les concepts qui se trouvent dans ces titres. Et il est également l'auteur de nombreux articles de publication sur des revues. Et actuellement, il travaille à un projet d'ouvrage qui porte sur l'idéologie et le développement. Donc, c'est avec le docteur Blondin Cissé que nous allons donc avoir un entretien qui va porter sur ces travaux. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Baquet. D'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation et je vous félicite aussi pour cette entreprise de vulgarisation que vous êtes en train de faire et qui tombe à point nommé puisque nous permettons de renouer avec la tradition islamique. Quand je parle de tradition islamique, je parle des controverses doctrinales qui ont toujours existé dans le champ islamique et qui lui ont permis d'être en avance pendant 5 siècles sur le reste de la civilisation. Donc c'est nous qui vous remercions d'avoir eu l'obligeance de répondre à notre invitation. Nous allons d'abord parler de l'événement qui, quelque part, est à la base de votre présence ici au Sénégal, à savoir le colloque international sur le soufisme qui a été récemment organisé au mois de décembre par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Omerier président. Donc, vous avez participé à ce colloque en faisant notamment des communications. D'abord, notre première question, d'après vous, c'est quoi l'importance de ce genre de rencontre aujourd'hui au Sénégal et dans le monde? Alors, permettez-moi tout juste de faire un petit rappel. Alors, Ousseynou Kane, ancien chef de département de philosophie de l'UCAD, lors d'une de ses interventions, avait rappelé les propos d'un éminent spécialiste commençant son introduction dans une conférence même en disant que les mots de l'Afrique ont aussi pour nom table rondite, conférencite, colloquite, etc. Histoire de dénoncer cet aspect déplorable qui fait que malgré l'organisation de colloques, de rencontres un peu partout dans le monde en Afrique, pour réfléchir sur les conditions des Africains ou de ceux qui appartiennent à ce pourtour qu'on a baptisé tiers-monde, leur sort n'arrête pas de se détériorer de jour en jour. Et il faut dire que ce colloque, je l'espère, s'inscrit en faux contre cette perspective et que ces actes nous permettront de repenser notre rapport au monde, de repenser notre tension vers l'avenir. Et c'est vrai que ce colloque est inédit. Ce n'est pas parce que c'est la première fois que ça se passe, comme je le rappelais dans mon introduction, mais c'est parce qu'il se pose à un moment crucial de l'histoire de l'humanité.
Et comme on le dit, c'est le texte qui fait le contexte. Et l'humanité, au bord du gouffre, s'interroge toujours. Et ce qui est bien dans ce colloque, c'est d'avoir permis à des chercheurs de comprendre que cette réflexion est vitale pour nous autres qui sommes identifiés à cette représentation, à la communauté islamique. Et de produire donc une réflexion endogène qui nous a permis pendant 3 jours de prendre en charge des questions en rapport avec le monde arabo-musulman. Et ceci tombe à point nommé car Césaire avait l'habitude de dire qu'une civilisation qui s'avère incapable de régler les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation atteinte. Et je pense que ce colloque a été une occasion de poser le débat, ce qui est un commencement, sur les véritables enjeux de la question religieuse en Afrique, particulièrement au Sénégal à travers les confréries, et que les éminents spécialistes qui se sont rassemblés pendant ces 3 jours ont chacun eu à produire une réflexion qui, j'espère, ne restera pas lettre morte. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez fait une communication lors des ateliers du colloque. Peut-on savoir la thématique que vous avez développée lors de cette communication? Alors, l'intitulé de ma communication était l'éthique de la subjectivité politique en islam, la révélation du sujet dans la philosophie de Mohamed Iqbal. Pourquoi ce sujet dans un colloque sur le soufisme? Pour moi, l'étude des soufismes a été un prétexte pour moi pour réfléchir sur les conditions d'instauration et de perpétuation d'un espace public démocratique là où prédominent des communautés à base confrérique. Ce faisant, je me suis rendu compte, d'ailleurs comme certaines études ont eu à l'attester, que les espaces religieux, les espaces confrériques, peuvent être des espaces du politique, peuvent être des espaces publics au sens véritable du terme, à condition de contrebalancer leur logique fusionnelle. Alors, d'où le sous-titre de mon ouvrage, qui est une critique du paradigme unificateur. Donc, au paradigme unificateur, c'est-à-dire qui maintient les gens dans une compacité, qui maintient les gens dans une forme d'union, on peut y substituer un paradigme, un modèle fissionnel qui introduit des changements, qui introduit une déliaison. Voilà. Et cela, justement, se pose à un moment où on se rend compte que ces confréries, dont on pensait qu'elles étaient des espaces de figuration, des espaces monolithiques, sont des espaces qui sont en perpétuel changement, qui sont des espaces de transfiguration, qui sont des espaces où on est passé, par exemple, si on prend le cas du Ndjebel, de la soumission, on est passé d'une soumission qui était avant acritique, même si on peut encore dire qu'il y a certaines poches qui sont encore là, à une soumission très critique du sujet qui lui permet de repenser son ancrage à sa confrérie. Donc, ce faisant, et je terminerai par là, l'une des conditions qui permettent au sujet de sortir d'un espace privé, d'un espace confrérique, d'un espace identificatoire pour accéder à un espace qu'on peut qualifier de cosmopolite, à un espace politique, et tout simplement l'assumation de son jeu, l'affirmation de son jeu. Et donc la pensée de Mohamed Iqbal sur ce plan est fondamentale, puisque, et je terminerai par là, commençant par faire une relecture du soufisme classique, du soufisme traditionnel, en nous disant, par exemple, dans ces ouvrages Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, que, je cite, dans le soufisme le plus élevé, l'expérience unitive ne consiste pas à l'effacement du sujet dans la lumière du tout, mais c'est plutôt l'infini qui passe dans l'étreinte pleine d'amour du sujet fini.
Maintenant, quel est le sujet qui est apte à pouvoir accueillir cet infini? Donc cet accueil suppose un travail du soi, suppose l'affirmation continuelle du jeu, et c'est pour cela que ma communication a porté sur la subjectivité politique en islam. Si je comprends bien votre démarche, ou bien c'est peut-être ma compréhension de vos propos, vous semblez quelque part, disons, opposer deux sortes de modèles, pour schématiser. Il y a deux sortes, excusez-moi, de modèles, oui. C'est-à-dire un modèle qui, disons, noie la personne ou bien l'individu dans le groupe, et un autre modèle qui, au contraire, affirme l'individualité et, disons, sa spécificité propre. Est-ce à dire que, disons, dans le schéma confrérique sénégalais, qui, on le sait, est surtout caractérisé par des dynamiques unitaires de rassemblement, etc., est-ce à dire que ce modèle s'oppose à une expression du moi qui est plus conforme, disons, au jeu démocratique tel qu'on l'entend dans le monde moderne? En fait, il faut dire, vous posez une question pertinente, et je pense que tout a tourné autour de cela. Alors, je ne vais pas faire un bref historique parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet pour décrire les rapports multiséculaires entre religion et politique depuis la colonisation, etc. Je ne vais pas y revenir. Mais ce qui est important, c'est que dans le champ confrérique, l'émergence d'un sujet politique doit se faire en dehors de ces entités, d'une entité communautaire. Cela ne veut pas dire qu'elle s'exclut. Cela veut dire que le champ politique a une manière spécifique d'intervenir dans un champ précis. Le champ religieux aussi, le champ confrérique, intervient dans son domaine. Si on prend l'exemple de Serigne Fallou, lorsqu'il s'est agi, par exemple, d'aller travailler, habiter les terres sèches, arides du Ferlo, il a mobilisé la communauté mouride qui sont allés exploiter, travailler ces terres. Autrement dit, ici au Sénégal, il y a toujours eu un rapport de collaboration et non d'allégeance, peut-être, bon, ce n'est pas l'occasion d'en parler, il y a toujours eu un rapport de collaboration entre l'espace confrérique et l'espace du politique. De la même manière que vous verrez le Sénégalais, pendant toute la semaine, aller au boulot, veste, cravate, tout ça, et le vendredi, porter une tenue traditionnelle. Autrement dit, on assiste à des logiques de réinvestissement réciproque entre ces deux espaces, et ça a toujours été le cas. Seulement, le danger demeure dans le fait que l'espace du politique a parfois tendance à être de plus en plus empiété par l'espace du religieux, par l'espace du confrérique. Donc, l'identité, il faut comprendre que le champ politique n'est pas un champ d'identification. La politique précède notre enracinement communautaire à toute forme donc d'allégeance, quelle qu'elle soit. Et le sujet confrérique, et de plus en plus on y assiste à cela, qui comprend que son enracinement politique préside à son enracinement communautaire, voilà un sujet qui est intéressant, voilà un sujet qui peut se révéler dans le cadre d'un islam, dans le cadre d'une communauté, tout en s'inscrivant dans une perspective cosmopolite. Bon, lorsque vous dites que, disons que le politique, quelque part, précède les dynamiques d'identification, n'êtes-vous pas en train de vous référer à un schéma qui, disons-le, peut-être est le schéma républicain hérité quelque part de la Révolution française et des Lumières, pour schématiser. Parce que, à mon avis, peut-être qu'il existe d'autres modèles qui, non seulement peuvent faire précéder l'identification, ou bien même, disons, créer une symbiose entre les deux. Je m'explique. Si on prend le modèle islamique, bon, vous êtes bien placé parce que vous êtes un spécialiste de la pensée islamique. Disons qu'en islam, je pense que l'identification au message divin, à la religion, parce qu'en islam, surtout au début, disons qu'il n'y avait pas cette séparation nette entre le temporel et le spirituel. Disons que dans un schéma conforme à celui de l'islam, ne peut-on pas
prétendre à une combinaison de l'identification et de l'espace public qui ne remet pas en cause le projet politique en tant que tel. Alors, j'entends votre question et je vais préciser seulement que, est-ce que le prophète avait pour mission, avait pour objectif de créer un État islamique ou de trouver les conditions de faire cohabiter différentes appartenances qui se partageaient un espace? Voilà la question d'abord qu'il faut se poser. Et en posant cette question-là, on se rend compte que le prophète de l'islam, en partant, il n'a pas laissé de testament politique. Cela veut dire politique. C'est-à-dire que sa mort a ouvert des tensions à la communauté, mais ce qu'on a privilégié, c'est de régler les questions de sa communauté à travers le politique. Le politique, l'organisation, le rassemblement, comme dire ancien, l'organisation du rassemblement des hommes en communauté était peut-être une constante dans sa politique, mais il n'y avait pas que ça. Les deux aspects ne peuvent pas s'exclure, c'est-à-dire le sujet confrérique ou le sujet musulman, le sujet identitaire, ne peut pas s'opposer fondamentalement avec l'espace du politique. Mais pour entendre ce discours-là, pour le dire, il faut identifier les conditions à travers lesquelles le sujet se désidentifie. C'est-à-dire la désidentification, et c'est ce que l'on retrouve même dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque ce qui nous réunit ici aussi, c'est le soufisme. Il faut comprendre, et là je reviendrai sur cette notion de purification, sur cette notion de soufisme, pour répondre à votre pertinente question. Le projet du Cheikh se retrouve dans son ouvrage Masalik al-Jinan. Et dans Masalik al-Jinan, le Cheikh nous dit une chose fondamentale. J'ai écrit un livre qui est un remède pour tout homme dont la passion mondaine a terni le cœur. Maintenant, la question qui reste à savoir est celle de voir si cette purification doit se faire sur le mode d'une distanciation par rapport à la réalité sociale, et donc dans un enracinement, par exemple, à l'espace confrérique, ou cette purification doit se faire dans un engagement dans le concret réel. Ce qui me fait dire, il ne s'agit pas peut-être d'opposer, mais de voir que, comme certains spécialistes la dernière fois ont eu à le dire, qu'il ne s'agit pas de proposer une définition du soufisme. Certains, comme Junaid, qui est un grand soufi du IVe siècle, qui a véritablement posé les bases, entre autres, définissaient le soufisme en disant que le soufisme, c'est Dieu te faisant mourir en toi-même pour renaître de lui-même. On se rend compte qu'il y a ces deux dimensions, la mystique, du détachement par rapport au même et de l'engagement, peuvent être